bonjour. Oui, bonjour. Alors, tu es sympathisant du PPLD et moi, je suis récent démissionnaire. Suite à cette démission, j'ai rejoint un mouvement qui s'appelle Vers une nouvelle constitution, qui a produit un manifeste que tu as eu l'amabilité politique de commenter. Et nous avons décidé en commun, pourquoi pas, de continuer cet échange. Donc le premier point de débat concerne la notion de décroissance. Nous écrivons, nous considérons la décroissance économique de notre civilisation industrielle comme étant inéluctable, la cause la plus probable de cette décroissance étant la raréfaction prochaine et progressive des ressources. Et on termine en disant la décroissance économique sera progressive et irrémédiable. Sa rapidité et son ampleur seront fonction de critères liés à notre capacité adaptative. Et sur ce point, tu m'as renvoyé le fait que la décroissance n'était pas économique, puisqu'elle voulait sortir de la dictature de l'économisme, qu'il s'agissait de la décroissance des ressources. Et donc je me demande finalement si on n'est pas d'accord, mais qu'on ne dit pas de la même façon, ou s'il y a réellement un désaccord. Est-ce que tu peux confirmer ce que tu dis à propos justement de la décroissance et de son côté économique ou pas économique? Oui, non, je pense qu'on est d'accord après réflexion. Effectivement, la décroissance, ça va... Enfin, c'est complexe. C'est vrai que la décroissance, c'est d'abord une décroissance de l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est un critère qui tient compte à la fois des ressources que l'on utilise. Voilà. Et moi, je rajoute les déchets qui sont émis. C'est-à-dire, je parle non point du couple, pour moi la référence, c'est pas le couple économique, capital-travail, mais c'est le couple plutôt ressources-déchets, qui sont pour l'un en amont et pour l'autre en aval de la sphère de production. Donc quand on parle de décroissance, c'est d'abord effectivement on veut décroître pour à terme créer une société, une organisation sociale qui permettra de réduire la ponction en amont des ressources, certaines sont de plus en plus rares, et en aval les émissions de déchets. Donc dans les déchets, je mets les gaz à effet de serre, les accidents nucléaires, la radioactivité, et là-dessus, etc., et tous les autres déchets. Mais voilà, ça c'est la première réponse. La deuxième, c'est que la décroissance se passe aussi dans une situation particulière. C'est ce qui me distingue peut-être de beaucoup d'autres décroissants, et là j'en ai pas parlé quand je t'ai répondu. C'est justement la place prise par le nucléaire, la contamination radioactive dont il faudra tenir compte, les déchets. Aujourd'hui, la condition de l'homme, c'est plus une condition simplement d'homo economicus, mais c'est devenu une condition nucléaire. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc c'est dans ce contexte que ça se passe. Et le dissensus portait sur le mot économique. Certes, si on continue à avoir comme critère de mesure le PIB, il est certain qu'elle entraînera une décroissance économique. Mais est-ce que lorsqu'on décidera de passer à la décroissance, on maintiendra ce critère, cet instrument de mesure qui s'appelle le PIB? C'est ça la question. Oui, alors, il me semble qu'on parle de la même chose. Quand on parle de l'incidence inéluctable de la déplétion des ressources fossiles et minérales par un déclin de l'activité économique, ce déclin pouvant être mesuré ou pas par un indice de PIB différent, ça c'est reconsidérer, à remettre en cause les indices de mesure, mais il est certain qu'une déplétion fossile et minérale entraîne une diminution de l'activité industrielle. Bon, si je me trompe, la dissension, à mon sens, la différence de vision vient de ce que nous mettons l'accent sur le caractère inéluctable de cette affaire. Lorsque je t'entends dire, et pas uniquement toi, mais je dirais pratiquement la plupart des croissants qui sont dans les mouvements de type PPLD ou
moque, c'est, vous dites, lorsque nous aurons décidé de décroître. Bien. Alors, on peut décider de décroître de deux façons, à mon sens, soit individuellement, parce que bien que la société actuelle soit porteuse d'un certain nombre d'avatars et de choses extrêmement détestables pour le mode de vie, tout un chacun a quand même la possibilité de refuser l'essentiel des manifestations de la croissance. Donc, une démarche individuelle qui est le pas de côté, de dire ben, tout le monde est croissant, mais moi je vis d'une façon différente. Ça, c'est une première façon de décroître. Il y a une deuxième façon qui est de décroître par la loi, et malheureusement, lorsqu'on entend les discours des croissants représentatifs, c'est souvent des discours qui sont sous-tendus par une idée de dispositif étatique obligeant plus ou moins ou amenant les gens et les activités industrielles et commerciales à décroître. Donc il y a cette vision-là. Nous partons d'une autre analyse qui est de dire la décroissance est inéluctable de par les lois physiques, c'est-à-dire qu'on a une dégradation de la matière, on a une dégradation de l'énergie, et on a une diminution de la disponibilité en minerais, une diminution de la disponibilité en ressources naturelles énergétiques, et donc ça va de toute façon, quoi qu'on fasse, amener un déclin de l'activité industrielle. C'est donc en quelque sorte non pas un objectif qu'on se donne, mais une donnée de base qu'on intègre dans notre alternative politique. Et notre alternative politique étant justement, compte tenu de cette inéluctabilité de la décroissance, de proposer, de travailler, de réfléchir et d'élaborer ensemble, petit à petit, un ensemble global, cohérent, politique, alternatif aux institutions actuelles, et donc on revient vers la Constitution. La Constitution, ça passe par la réécriture de la Constitution. Juste un dernier mot sur cette affaire de décroissance inéluctable. Je me souviens quand même très bien d'une conférence d'Yves Cochet en 2008, invité par, je crois bien me souvenir, le collectif parisien par décroissance, c'est-à-dire grosso modo l'ancêtre du PPD, ou voire le PPD en gestation. Et dans toute cette conférence d'une heure et demie, Yves Cochet, avec donc l'assentiment de toute l'Assemblée, décrit par le menu la décroissance inéluctable. Et il dit, notamment à un moment il parle de Paul Ariès, il dit que notre ami Paul Ariès dit que la décroissance c'est une philosophie qui vise à avoir un mode de vie différent. Eh bien malheureusement, bon, c'est très bien, mais de toute façon, qu'on le veuille ou non, on va passer par cette décroissance. Donc, je me demande s'il n'y a pas une espèce de malentendu, de quiproquo, ou plutôt de non-dit, je dirais, sur le fait que tout ce qui va vers un volontarisme de la décroissance, en fait, est corrélatif et parallèle et simultané avec une inéluctabilité de cette survie. Alors la question, quelle est la question? Est-ce que la décroissance est inéluctable ou non? C'est ça en fait. Alors, oui, d'abord cette question, est-ce que les décroissants... parce qu'on en arrive à se demander finalement si les décroissants croient en la décroissance. La décroissance est inéluctable. Quelqu'un de mal intentionné... L'inéluctabilité de la décroissance. Voilà, quelqu'un de mal intentionné pourrait dire, écoutez, ces gens-là ne croient pas vraiment à l'inéluctabilité de la décroissance, c'est-à-dire à la vision Reagan, hein. Ils ne sont pas sûrs que ça va vraiment décroître de façon inéluctable, donc, comme ils ont envie de vivre dans ce type de société, leur démarche, c'est de l'imposer. Donc, alors, je dis les gens mal intentionnés, mais en fait, dans l'esprit commun,
la majorité des commentateurs qui sont en dehors des débats très initiés de la mouvance se posent cette question. Ok. Bon, d'abord, je tiens à préciser que je suis toujours adhérent du MOC et que je dialogue avec tout le monde, avec le PPLD compris. Et je n'ai aucun a priori à l'égard de quelques décroissants ou groupes décroissants que ce soit. Voilà, ça c'est ceci dit. Pour répondre à la question, moi je crois que l'effondrement et que la catastrophe et l'effondrement a commencé, notamment à cause de la condition nucléaire, c'est-à-dire que ce que M. Delfour appelle les êtres nucléaires, les radionucléides, sont en train d'augmenter partout et qu'on ne peut rien y faire. Par exemple, les gaz à effet de serre, il suffit d'arrêter la voiture, l'avion, etc. Et les gaz à effet de serre, après un petit emballement, on peut encore, on a encore 5 à 10 ans, paraît-il, on peut encore les contrôler. La radioactivité, c'est incontrôlable. Une fois qu'elle augmente, et on est obligé d'attendre 480 000 ans pour le plutonium pour que ça s'arrête. Voilà. Donc, la catastrophe a commencé. Est-ce que la catastrophe, c'est la décroissance? Je ne sais pas. Non, apparemment non. Mais la catastrophe a commencé et nous sommes face à un effondrement. Voilà comment je réponds. Et donc, bien sûr, si on veut soit éviter l'effondrement, soit atténuer la catastrophe, en distinguant, en contrôlant, en essayant d'arrêter le nucléaire et de contrôler le cycle nucléaire, parce que le legs nucléaire, c'est-à-dire les déchets, les réacteurs, etc., qu'on sera amené à gérer de toutes les façons, et ce que j'appelle le cycle de la relocalisation, qui est la société ultime après la décroissance, donc qui est le but de la décroissance, c'est la relocalisation, la civilisation de la relocalisation. Donc il y aura 2 cycles, où justement on gère bien les déchets, on gère bien les ressources et les déchets, et de façon démocratique. Si on veut arriver à ça, eh bien on est obligé de décroître inéluctablement. Alors par contre, est-ce que... enfin voilà, mais est-ce que ça va se faire avant l'effondrement ou après? Ça, c'est la question. Moi, j'espère bien qu'on va le faire avant, parce qu'avant la catastrophe, on peut faire plein de choses, mais après la catastrophe, il est possible que ce soit trop tard. Voilà. Je ne sais pas si c'est ça une réponse, une bonne réponse. Oui, je ne sais pas s'il y a une réponse, il y a un débat en tout cas. Voilà. Il me semble que nous sommes tous d'accord pour nous situer en dehors d'un scénario d'effondrement. Le scénario d'effondrement est une crainte, est une menace, est une possibilité, mais notre action politique, qu'elle soit celle que nous menons actuellement ou celle des décroissants, ça vise à éviter ça. Bien sûr. Bon. Nous pensons que un déclin économique, et là on va revenir sur la question décroissance et récession, est-ce que c'est la même chose? Un déclin économique peut se gérer si on s'en donne les moyens politiques, si on modifie les institutions de façon, entre guillemets, douce, de façon à éviter l'effondrement. Donc c'est ça le but. La différence, me semble-t-il, de stratégie ou d'objectif, c'est d'un côté, les principaux mouvements décroissants disent il faut faire décroître, hein, aussi bien par des actions individuelles que par une recherche de la masse critique, aussi bien que par des dispositifs législatifs. Il faut que ça décroisse, il faut que nous fassions décroître. Notre optique à nous est de dire attendez, ça va décroître, c'est déjà en train de décroître. On est déjà sur des pics, sur des plateaux d'hydrocarbures, on est sur des plateaux de minéraux, on entame déjà la deuxième partie de notre stock, c'est-à-dire on commence à en avoir moins, donc la décroissance est amorcée. Le problème, c'est de s'adapter, et donc il va falloir modifier les institutions, puisque l'État ne saura pas faire, ne saura pas gérer une économie en diminution
d'énergie ne saura pas faire, puisque les hommes politiques sont formatés dans les écoles du pouvoir, où on leur apprend que le moteur, c'est la croissance. Donc un moteur qui est un moteur décroissant, ils ne sauront pas faire. Donc nous disons, il faut proposer une alternative politique différente. Ça passe par des hommes politiques qui réfléchissent différemment et des institutions qui sont différentes. Donc voilà quand même une différence très importante qui n'est pas mise en lumière dans le débat sur la décroissance. Alors attends, si je résume, deux choses. On commence à décroître, et deuxième chose, pour éviter l'effondrement, une solution, ça serait de proposer une autre constitution. C'est oui. Ça le message. Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce qu'on a commencé à décroître? Il est certain qu'on se trouve sur des plateaux et on va voir de plus en plus alterner, c'est la thèse développée par Yves Cochet, par Richard Heinberg, entre un aller-retour, un yo-yo entre crise financière et crise de ressources. Par exemple, le prix du pétrole augmente à 145 $ le baril et boum, ça entraîne une crise des surprimes, crise foncière, etc. etc. Oui, c'est vrai, mais par contre, la classe politique aujourd'hui, et en particulier ce que j'appelle le clan des réactionnaires et même certains progressistes, comme Sarkozy, ou les réactionnaires comme le Front National, moi je me rends dans le camp plutôt des conservateurs, j'expliquerai tout à l'heure. Oui, bref, oui. Ces deux camps-là, ils sont en train, les progressistes qui croient que l'avenir est dans une adaptation à l'ouverture au monde, à la mondialisation, et dans des énièmes innovations technologiques, et les réactionnaires qui croient qu'on va pouvoir retourner aux 30 glorieuses, les 30 ravageuses, et cette période bénie, où la France avait une voix entendue dans le monde, où il y avait plein d'emplois, et où les immigrés étaient à leur place, c'est-à-dire celle où ils la ferment, eh bien, ces gens-là, ils nous parlent de croissance. Sarkozy, il veut, j'ai lu ça aujourd'hui dans le journal, arrêter avec le principe de précaution et se lancer dans l'exploitation des gaz, du gaz de schiste. Voilà, par exemple. Hein. Donc, ils ont encore un peu de grain à moudre pour l'instant. Certes, quand il y aura plus géologiquement, il y aura une frontière, il y aura une limite. Et donc, effectivement, à ce moment-là, voilà, on verra une accélération, semble-t-il, de cet aller-retour entre crise financière et hausse des prix des ressources dues à leur raréfaction. C'est fort possible. Est-ce que la réponse, elle est qu'il faut se préparer de différentes façons, c'est ce que je crois entendre dans ce que tu dis, soit par la simplicité volontaire, et aussi préparer une constitution décroissantiste. Alors, la réponse. Moi, je fais partie de ceux qui ont toujours dit que la constitution de la Ve République, c'était une constitution qui avait été faite pour deux raisons. La première, faire la décolonisation, et la deuxième, faire la croissance. On se souvient que sous la Quatrième République, le général de Gaulle en particulier, c'était toujours plein des freins que constituaient les palabres, les discussions sans fin, les changements de gouvernement infinis qui ont émaillé l'histoire de la Quatrième République. Et donc lui, il a proposé une constitution présidentielle qui a permis effectivement l'essor de la croissance en France. Certains disent même la révolution industrielle, puisqu'il y a eu des conditions de la révolution industrielle, puisqu'on a eu 2 millions de rapatriés qui sont rentrés de l'Algérie. On a eu un État très fort qui a pu effectivement assurer à la France un taux de croissance de 6% entre 58 et des années 68, quoi, qui était à l'époque le deuxième taux de croissance du PIB dans le monde, voilà, si je me souviens bien. Donc oui, c'était une constitution croissanciste. Et donc l'idée, effectivement, il faudra, je ne sais pas ce qui se passera, ça sera au peuple de décider, mais on peut imaginer que nous aurons toujours dans la société que nous visons une constitution, et certainement qu'il faudra une constitution décroissanciste. Voilà. Oui, alors mettons, qu'est-ce que c'est qu'une constitution décroissanciste? Alors, d'abord, je ne dirais pas une constitution décroissanciste, je dirais une constitution de l'après-croissance. Voilà.
Et quand je dis après croissance, ce n'est pas une constitution de la croissance. A croissance, A-croissance, qui est employé par notamment Serge Latouche, lorsqu'il dit plutôt que de mettre en avant la décroissance, nous aurions plutôt dû dire la croissance, mais phonétiquement c'est pas très bon, donc on a préféré le mot obus décroissance. Bon, même la croissance, c'est quelque chose qui n'est pas réaliste. La croissance, c'est l'état stationnaire, c'est la négantropie. Bon, je crois que on en reparlera tout à l'heure. C'est contraire aux analyses de Roeger. Le disciple de Roeger, Hermann Daly, qui est le promoteur de l'état stationnaire, ensuite du développement durable, on est dans cette idée de croissance. On va pouvoir continuer comme ça sur un plateau stationnaire et on va gérer de cette façon, et alors là on aurait une constitution qui serait une constitution accroissante. Non, nous disons, il faut commencer déjà à penser, à préparer une constitution de l'après-croissance. Après-croissance, pourquoi? Après, tout simplement, le pétrole bon marché, après le cuivre bon marché, après le fer bon marché, tous ces éléments constitutifs de la croissance industrielle, qui sont l'énergie et matières minérales venant à manquer, nous sommes dans l'après-croissance. Nous sommes dans un processus où tout ce que l'homme a fabriqué d'exosomatique depuis la fin du néolithique va devenir chaque jour de plus en plus compliqué parce qu'il aura de moins en moins de matériaux et d'énergie pour le fabriquer. Donc c'est une constitution, c'est un ensemble. En fait, constitution, c'est un terme qui regroupe la constitution proprement dite, c'est-à-dire les 10, 20 ou 30 pages qui décrivent le fonctionnement des institutions, mais c'est aussi l'esprit des lois. Donc cet ensemble nouveau, c'est un ensemble qui doit gérer l'après-croissance. On a donc à la source, c'est vrai, et là peut-être il y a une petite divergence, enfin il y a une grosse divergence, je vais me dire si je me trompe ou pas, nous pensons que l'économie domine. L'économie domine depuis le paléolithique, depuis le néolithique. L'économie s'est développée à partir de la découverte du cuivre. Tant qu'on avait des outils qui étaient des éclats de silex, on était dans le renouvelable, on était dans l'inépuisable. À partir du moment où est arrivé l'âge du bronze, on a découvert le cuivre et ensuite l'étain pour faire le bronze, tout est parti de là. Donc tout est parti par l'utilisation, le puisage dans la dot terrestre d'éléments de matière et d'éléments d'énergie, et que l'asymptote qui suit, c'est l'asymptote qui est corrélative au taux d'extraction. Si le taux d'extraction diminue parce qu'il n'y a plus rien à prendre, on va avoir une décroissance de l'activité industrielle. Alors, on la mesure effectivement mal avec le PIB, mais depuis l'âge du bronze, on sait mesurer. Alors, il y a une mesure qui est mieux que le PIB, que d'ailleurs Yves Cochet explique très bien dans sa fameuse conférence de 2008 devant le collectif parisien pour la décroissance, c'est la quantité d'énergie utilisée. La quantité d'énergie utilisée, je me souviens, il montre un graphique, pendant les premières 50 années du XXe siècle, de 1900 à 1950, est égale, là c'est pas du PIB, c'est la quantité d'énergie utilisée, c'est-à-dire en équivalent pétrole ou en mégatep, est équivalente à ce qu'on a consommé en 5 ans entre 2000 et 2005. Bon, voilà, c'est pour indiquer la corrélation de la courbe de la croissance avec la courbe de l'utilisation d'énergie. Donc, c'est plutôt cette définition-là, nous, de l'après-croissance que nous donnons, et c'est vrai que nous sommes résolument partisans de la primauté de l'économie sur le politique, et la conséquence directe de notre raisonnement, c'est que le changement... La primauté du politique sur l'économie. Non, la primauté de l'économique sur le politique. Aujourd'hui, il y a primauté de l'économique sur... Toujours. Oui, bien sûr. Il y a toujours eu primauté, c'est-à-dire que les systèmes politiques se sont adaptés
aux pratiques économiques. Oui, voilà. Et que donc, lorsque la pratique économique, ça va être faire avec moins, on va avoir besoin d'un système politique qui s'adapte à ça. Est-ce que je peux intervenir? Parce que si tu donnes, il y a trop de choses et moi après je suis un peu perdu. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est sur l'origine du problème, si j'ose dire. Toi, tu dis que c'est dès qu'on a découvert et exploité des minerais. Moi, je dirais plutôt c'est dès que l'économie est sortie de la sphère domestique, c'est-à-dire dès qu'on est sorti de la mesure. Et je m'appuie là-dessus sur les thèses d'Aristote sur la crématistique, c'est-à-dire en gros dès qu'on a favorisé le taux d'intérêt. Mais ça a demandé beaucoup de siècles. La première à avoir cédé, c'est les chrétiens. Parce que chez les chrétiens, il a longtemps été interdit, l'usure a longtemps été interdite. Et c'est l'usure qui favorise l'endettement, qui oblige à la création monétaire et à la croissance. C'est l'usure. Et ensuite, la deuxième digue, c'était aujourd'hui, il n'y a plus que la deuxième digue, c'est les musulmans. Il n'y a plus que les musulmans, et encore, il y a beaucoup d'hypocrisie, qui en théorie interdiraient l'usure. C'est-à-dire que l'argent, la nuit, alors que tu dors et que tu ne travailles pas, eh bien, elle fait des petits. Voilà. Donc moi, je le vois plutôt là-dedans, dans ce qu'on appelle la crématistique, c'est-à-dire la démesure, la sortie de l'économique de la sphère domestique et la conquête de la sphère publique, c'est-à-dire l'agora où on exerçait ses droits politiques par l'économique. Et ça s'est fait très doucement. Il y a un excellent livre de Serge Latouche sur l'invention de l'économie, je crois, où il explique très bien ça, comment on est passé de la mesure à la démesure, en mettant en avant, au début, c'était pas bien vu de dire que de mettre en avant son intérêt égoïste, que ça allait favoriser l'intérêt de tout le monde, du collectif. Et à partir d'Adam Smith, en particulier, eh bien, et d'autres, bon, peu importe, j'ai oublié son, Mandel, celui qui écrit la fable des abeilles. Eh bien, peu à peu, il est devenu, c'est devenu une idéologie que c'est en favorisant en laissant s'exprimer son égoïsme que ça allait favoriser l'intérêt de tous, quoi, voilà. Et ça aussi, ça correspond à la victoire de l'économisme. Voilà. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut très bien déterminer de quoi on parle. Et on parle de trois choses. Il y a la période croissanciste, celle dans laquelle nous vivons. Nous sommes dominés par une constitution, une idéologie, une religion de la croissance. Il y a une deuxième période, j'espère, de la décroissance où on décide, ou alors on est obligé de décroître notre empreinte écologique. Et puis il y a une troisième période, soit c'est la fin de l'unité, soit on réussit à s'entendre et à créer une société d'accroissance que moi j'appelle on réussit la relocalisation. Et alors voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc il y a bien ces trois choses-là, il y a ces trois étapes. Voilà, alors, donc, le débat, la primauté de l'économique sur le politique ou du politique sur l'économique, ce que tu dis par rapport à l'historique du crédit, n'est pas incompatible avec ce que nous proposons, puisque ça rejoint d'ailleurs largement, puisque nous sommes opposés à l'argent payant. La gratuité du crédit, bon, c'est un débat qui a fait l'objet de très longues passes d'armes entre Proudhon et Frédéric Bastiat en 1849 dans les colonnes de la Voix du Peuple. Proudhon, tout le monde le connaît, Bastiat peut-être un peu moins, c'est un parlementaire, on dirait aujourd'hui ultralibéral, voire libertarien, mais les deux hommes se respectaient beaucoup, parce qu'ils étaient près du peuple, avec deux visions différentes, la vision anarchiste de Proudhon et la vision
libéral de Bastia, et ils ont échangé, ils ont échangé une correspondance très, très intéressante à partir de la gratuité du crédit. Bastia avait vu un article de Proudhon dans La Voix du Peuple, et il lui a répondu, et la discussion s'est enchaînée là-dessus. Nous, ce que nous disons, c'est que l'argent n'est pas une marchandise. La monnaie n'est pas une marchandise. La monnaie, on connaît toute l'importance de la monnaie, depuis que les civilisations s'est structurée, s'est organisée. On sait que l'Empire romain, en partie, doit son écroulement à une non-gestion, une mauvaise gestion de la monnaie. On a toujours dit que la monnaie n'est pas, dans notre conception, une marchandise, elle est un outil qui doit faciliter l'échange, et le dévoiement de la monnaie intervient à partir du moment où il y a vente d'argent contre une somme d'argent supérieure, autrement dit le crédit. Alors cette chose-là était effectivement interdite, notamment par l'Église, pendant un certain temps, et ça a changé. Pourquoi? Ça a changé parce qu'il y a eu une loi, il y a une législation, une loi qui a institué la monnaie comme étant une marchandise. Aujourd'hui, on le retrouve d'ailleurs dans l'article 1845 du Code civil, qui dit que l'argent est une marchandise. C'est-à-dire que le Code civil, qui établit un certain nombre de règles de fonctionnement dans différents compartiments de la vie des individus, notamment a un chapitre sur le crédit, et les règles du crédit sont à l'origine issues du Code civil. Bien. Si la loi ne garantit pas les transactions qui sont autres que des transactions de marchandises contre monnaie, tout le capitalisme s'écroule. Donc, là où, bien entendu, je te rejoins, c'est que le politique, c'est-à-dire les dispositions législatives, vont faciliter le développement des entreprises, si on veut simplifier, qui extraient les matières premières de la terre, en leur fournissant des capitaux qui vont leur permettre de se développer. Alors je vais prendre une analogie, parce que j'aime bien les raisonnements qui sont basés sur la science, avec la théorie du triangle du feu. Le feu, parce que pour moi, la croissance est une combustion. C'est une combustion de la société, une combustion de l'économie, une combustion d'activité humaine, qui est rendue possible par la présence simultanée de trois facteurs. Le comburant, le carburant et l'activateur. Dans le cas du triangle du feu, le carburant, c'est le bois, par exemple. Le comburant, c'est l'air, l'oxygène. Et l'activateur, c'est l'allumette qu'on va mettre dans les bandilles de bois pour prendre feu. Si on transpose ça sur le plan de l'économie, qu'est-ce que ça donne? L'économie capitaliste, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a le carburant, qui sont les matières premières minérales et fossiles qui sont extraites de la Terre, donc la dot terrestre, c'est le carburant. Le comburant, c'est nous, c'est les consommateurs, qui sont disposés à faire fonctionner, à prendre ces matières premières. Et puis l'activateur, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme avec notamment les lois qui facilitent le capitalisme. Parce que le capitalisme, contrairement à ce que pensent beaucoup d'opposants au capitalisme, c'est pas un état naturel contre lequel, justement, il faut légiférer pour plus qu'il y ait de capitalisme. Non, le capitalisme existe par des lois étatiques. Ce sont des lois étatiques, et notamment la loi qui dit que l'État garantit les transactions argent contre argent. L'État est le meilleur garant du capitalisme, à commencer par ces dispositifs de création monétaire, puisqu'il garantit justement le crédit, il garantit l'intérêt.
Donc, si on agit sur l'activateur, si on agit sur, par exemple, la création monétaire, on va diminuer la combustion. On a trois façons de diminuer la combustion. C'est de diminuer le carburant, diminution des ressources naturelles. Bon, ça va se faire automatiquement, puisque la note terrestre, c'est arithmétique, plus on tire, moins il en reste. Le carburant, c'est les consommateurs. Les consommateurs, si la démographie augmente, ça augmente le carburant, et donc ça va dans le sens de la croissance. Si la démographie diminue, pour une raison un peu ou une autre, ça c'est un autre débat, on va avoir une diminution de la croissance. Deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est l'activateur. Si on joue sur les mécanismes du capitalisme, et les mécanismes du capitalisme, je le répète, ne sont pas des mécanismes naturels, sont des mécanismes qui sont fabriqués par l'État. L'État, c'est-à-dire par les hommes du pouvoir qui sont les mêmes dans la sphère politique que dans la sphère financière, ce sont les mêmes, c'est les mêmes familles, c'est les mêmes gens, ils vont aux mêmes endroits, ils fréquentent, bon, c'est les mêmes. Donc, si on agit sur les lois politiques, on agit aussi sur les lois économiques. Voilà. C'est pour dire c'est pour essayer d'illustrer quels sont les composants de la croissance lorsque on a une analyse un petit peu moins poétique de la croissance qu'une analyse scientifique, presque eugeniste, puisque la bioéconomie presque pourrait s'inspirer du triangle du feu. Voilà. Donc, il y a effectivement, on va dire qu'il y a de domination de l'économique sur le politique. Les deux sont intimement liés, mais le politique étant, et là je complètement, étant au service de la domination des seigneurs économiques, l'intervention sur le champ d'action de ces hommes politiques est indispensable lorsque l'économie change de fonctionnement. Qu'est-ce que je dois répondre ou dire ce que je pense de ça? Donc le triangle du feu versus, moi je pense qu'une vision plus anthropologique. Pour moi, le capitalisme, c'est d'abord un système progressiste qui s'appuie sur l'innovation, la foi, l'idéologie du progrès. L'idée que c'est par l'innovation continue, donc ce que Karl Marx décrit très bien dans le manifeste du Parti communiste en disant la bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les moyens de production. C'est-à-dire que le capitalisme, ce n'est pas d'abord un mode de production, c'est-à-dire un rapport de propriété où on oppose un méchant propriétaire avec un haut de forme, un gros cigare et en général un gros ventre, à un gentil prolétaire. C'est d'abord une période historique où la population de plus en plus a accepté que le salut pouvait être dans le progrès, dans la recherche d'innovation continue. Et pour la bourgeoisie, cette innovation continue avait pour but à la fois de réduire le coût du travail et d'offrir de plus en plus de produits. Cette acceptation, cette victoire totale de la bourgeoisie, elle a eu lieu dans les années 60, on peut dire, à partir des années 70, dans le monde entier, cette victoire est totale. Je rappelle aussi que la bourgeoisie, c'est la seule classe révolutionnaire de l'histoire qui a réussi sa révolution. La bourgeoisie est arrivée au pouvoir par une révolution, et c'est la seule. Donc, le carburant du capitalisme, c'est cette foi au progrès, c'est le progressisme. Ce progressisme, aujourd'hui, il est représenté par des partis politiques comme le Parti socialiste, l'UMP. Pour moi, c'est la même chose. C'est des progressistes. Ils croient que grâce à une innovation technologique, on va pouvoir résoudre les problèmes posés par la technique par de la technique. Donc, pour moi, l'enjeu fondamental de la décroissance, c'est d'abord un enjeu de réflexion sur la technique, sur la place de la technique, sur ce qu'elle est. C'est la recherche de la puissance, Jacques Ellul, mais aussi, on retrouve ça déjà chez Martin Heidegger.
et comment nous, on va répondre à ça. Voilà, première chose. Donc le triangle du feu, avec quand même dire que c'est l'État qui est à l'origine de la croissance, du capitalisme, etc. Bon, oui, certes, c'est vrai, mais à la suite de quoi? À la suite d'une révolution. À la révolution de quoi? D'une bourgeoisie. Bourgeoisie, c'est quoi? C'est pas une simple classe, c'est aussi une vision du monde, c'est la foi au progrès qui a dominé de plus en plus toute la société. Alors bien sûr, au départ, il y a eu des oppositions. Il y a eu les ouvriers ludites qui ont commencé à s'opposer à la technique, hein, les ludites. Il y a eu ce que Paul Ariès rappelle, hein, le Saint-Lundi, les ouvriers, autrefois, ils travaillaient juste ce dont ils avaient besoin pour vivre, et puis ils s'en foutaient, quoi, hein. Ils étaient artisans, et donc c'était une façon de s'opposer à la domination de l'industrie. Et puis après, il y a aussi les peuples non occidentaux qui ont été colonisés, martyrisés, opprimés, détruits par l'avancée de la modernité occidentale. Et aujourd'hui, cette victoire est totale, puisque dans le monde entier, à part quelques tribus dites primitives, des peuples premiers, on dit, quasiment partout, cette foi au progrès, elle a conquis tous les esprits. Voilà. Et ça, c'est notre problème numéro un. Voilà. Cette opposition supposée d'un certain nombre d'individus à la croissance, moi, me paraît non fondée sur les faits. Cette idée selon laquelle... Au début, après, à la fin, au milieu, maintenant. Plus maintenant, puisque c'est une victoire totale. Il n'y en a plus beaucoup d'opposition, il n'y a plus que nous qui essayons de mobiliser autour de cette critique de la foi au progrès, et puis de la technique, enfin, et de la recherche du salut dans la technique, dans l'innovation technique. Voilà. Mais au début, oui, il y a eu des oppositions. Moi, j'ai étudié la littérature, la société japonaise. Toute l'histoire de la littérature japonaise contemporaine au XXe siècle, c'est de savoir comment on se positionne par rapport à la modernité occidentale. Et ça leur a posé énormément de problèmes. Et dans toutes les civilisations non occidentales, ça leur a posé beaucoup de problèmes. Là, la montée du fondamentalisme, quelque part, c'est aussi un rejet de la modernité occidentale, quelque part. Et malheureusement, ils y apportent une mauvaise réponse. Mais les Japonais ont aussi apporté à un moment une mauvaise réponse, puisqu'il y a eu la montée du militarisme japonais, etc. etc. Voilà. Et ils ont été matés par la bombe, par une technique qui est la bombe atomique. On a maté l'opposition à cette civilisation technique progressiste par la bombe, ne jamais l'oublier. Alors, cette analyse-là me paraît un peu excessive. Oui. Dire que au Japon, avant Hiroshima et Nagasaki, il y avait une majorité de la population qui s'opposait à la croissance, me paraît une vision d'histoire respectable, mais que je ne partage pas. Remontons effectivement dans l'histoire. Alors aujourd'hui, les croissants qui seront gagnés, tout le monde est dans la croissance, d'accord, mais tu me dis, c'est pas vrai. Non, il questionnait la modernité occidentale. Enfin, moi, je ne vois pas beaucoup, alors on n'a peut-être pas la même vision des livres d'histoire, moi je ne vois pas beaucoup dans les livres d'histoire de périodes, de peuples, de mouvements qui se soient opposés de façon significative au progrès. La religion du progrès, qui aujourd'hui c'est le credo politique de l'ensemble des élites du monde entier, des élites politiques, des dirigeants, me semble au contraire, et là c'est pas une opinion uniquement personnelle, il y a un nombre de biologistes qui vont dans ce sens, être dans la nature humaine. La nature humaine qui est poussée vers le progrès. En tout cas, l'observation factuelle, objective de l'histoire, c'est quand même l'ensemble de l'humanité qui est d'accord pour aller vers le progrès, qui révère la science, qui demande de l'innovation. L'idée selon laquelle ça c'est pas vrai et que la majorité de l'humanité s'est opposée à la croissance, mais qu'elle a été
et que cette croissance a réussi finalement à triompher parce qu'il y a eu la révolution de 1789, ou qu'il y a eu telle ou telle prise de pouvoir me paraît une vision d'histoire enfin, qui n'est pas conforme à la réalité. C'est ce que Paul Ariès cite, ce que tu as repris, bon, me semble des petits épiphénomènes qu'on va trouver ici et là. Si je voulais caricaturer, je dirais dans quelques tribus papous du centre de l'Afrique, ne me paraît pas refléter le véritable sentiment général des populations. D'ailleurs, Marx ne fait pas état dans son analyse d'opposition de l'individu de base, voire de mouvement organisé au progrès scientifique. Le progrès scientifique. Excuse-moi, c'est pas vrai. D'abord, quand tu regardes Galilée, comment la science expérimentale est née en Occident, il y a quand même eu une très forte opposition de l'Église et même de la population. Je suis désolé, il y a eu une très forte opposition. Il y a eu à la fois... enfin voilà, il y a eu une très forte opposition. Et quant à Karl Marx, il parle dans le manifeste du Parti communiste, je crois, il parle des ludites. Ou dans d'autres textes, il en parle des ludites. Mais je suis désolé, il est indéniable qu'il y a eu des oppositions. J'ai pas dit que tout le peuple s'était opposé, mais il y a eu des oppositions. Il y a des gens qui ont traîné les pieds. Les artisans, ça leur plaisait pas d'être enrégimentés dans la manufacture, qui allait être dominée par la division du travail, qui est une forme de victoire de la technique, du machinisme. La technique, c'est pas que des machines, c'est aussi la division du travail, une organisation pour mater les oppositions au progrès et à la marche de la technique, et la division du travail, ça en fait partie. Et il y a un monsieur qui s'appelle François Jarry qui explique très bien comment l'organisation du travail a été un enjeu jusqu'en 1848, la révolution de 48, et que le monde ouvrier, peu à peu, a abandonné le débat et a laissé ça à Henry Ford, aux Fordistes, au Taylorisme, etc. Donc dire qu'il n'y a pas eu d'opposition, je ne suis absolument pas d'accord. Il y a eu des oppositions, elles ont été matées. La première, ça a été la victoire de l'industrie, entre autres, de la division du travail, et il y en a eu d'autres. Notamment, on pense par exemple, regarde la révolution de 1871 en France, la Commune de Paris. Ça se termine par comment dirais-je, une extermination de 10 000 ouvriers qualifiés. C'était des artisans. C'est eux qui ont été les premières victimes. La Commune de Paris, on peut dire, c'est une grande victoire de l'industrialisme qui a exterminé, écrasé les artisans quelque part. Attends, Jean-Luc, on ne parle pas... Les ouvriers qualifiés. Non, on ne parle pas... On a parlé du progrès scientifique. Là, tu es en train de me parler de la mise en coupe réglée par l'industrie du prolétariat. Oui. Non, mais attends. Je ne peux pas laisser dire, je ne peux pas laisser confondre progrès scientifique et industrialisation. Le fait qu'il y ait M. Ford, M. Krupp, M. De Wendel, M. Schneider qui prennent les artisans, qui les transforment en ouvriers, on est là dans une dérive, effectivement, de l'exploitation de l'homme par l'homme. On n'est pas dans la contestation ou pas de la science. Ce n'est pas parce que les ouvriers s'opposent à ce qu'on les remette en esclavage par le biais de l'industrie, qu'ils sont contre le progrès. Ce sont deux choses complètement différentes. On parlait tout à l'heure, on parlait pas de ça. Là, on est en train de faire le procès du capitalisme. On va être d'accord. On va être d'accord là-dessus. Non, on parlait tout à l'heure des résistances individuelles ou de groupe au progrès technique. C'est-à-dire, aujourd'hui, je taille... Je taille ma pierre avec un silex, demain j'ai une machine. Alors, je suis artisan, est-ce que je préfère le faire à la main ou le faire à la machine? Là, c'est là que l'individu va se
se positionner, il va dire « Ah ben non, projet technique, je trouve que c'est pas bien, non, non, je préfère un paysan. » Le paysan, est-ce qu'il a refusé, est-ce que l'agriculture a refusé la mécanisation? Est-ce que l'agriculture a refusé l'amendement chimique? Est-ce que l'agriculture a refusé... Bien sûr, Là, il y a eu des attends. révoltes contre la remise en cause des communaux, quand il y a eu une emprise des communaux par des intérêts privés, il y a eu des révoltes. Tu retombes dans le raisonnement politique. On parle de la science, au niveau de l'utilisation... Parlons de la science. La science, c'est quoi? La science, elle a transformé le monde en un laboratoire. Et ça, c'est pas normal. La science, c'est quoi? C'est des gens qui ont essayé de mater toute résistance contre le pouvoir des scientifiques et contre l'idéologie du progrès, qui pense que le salut, il est par une énième découverte scientifique, l'innovation technique, etc. Je suis désolé, c'est là, ça. on est d'accord là-dessus. Voilà. On est d'accord sur le fait que la science, le scientisme et le niveau auquel on est arrivé aujourd'hui, puisque je crois que c'est Illich qui disait aujourd'hui les économistes ont remplacé les prêtres, aujourd'hui c'est les scientifiques qui ont remplacé les économistes. Donc aujourd'hui la religion c'est la science. Les prêtres, les grands prêtres, les gens qui ont la crédibilité, ce sont les scientifiques. Je parlais du débat sur le GIEC comme illustration. Bon. Là-dessus, nous sommes d'accord pour dire que le tout scientisme, qui est aujourd'hui le dénominateur commun de l'action politique, nous mène à la catastrophe. Le débat il est plus profond que ça, à mon sens. C'est que malheureusement, c'est ancré dans la nature humaine d'aller vers le progrès, d'avoir envie du progrès, d'apprécier l'innovation scientifique, et on essaye de le démontrer, moi j'essaie de le démontrer, en prenant des exemples très très concrets dans toutes les professions. Prenons l'agriculture que je connais bien puisque je suis exploitant agricole, on n'a pas vu, ou très peu vu, parce que là aussi on va trouver toujours des groupuscules, des minorités qui vont s'opposer à quelque chose, mais dans leur immense majorité, les agriculteurs, le monde agricole ont accepté, ont voulu et ont été satisfaits. Dans un premier temps, ils sont en train d'y revenir aujourd'hui, ce qui accrédite bien le fait qu'on a une technique qui séduit. Alors attends, ne mélangeons pas tout. La thèse que tu défends, c'est que la recherche du progrès, c'est dans la nature humaine. Voilà, ok. Oui. Bon, alors, est-ce qu'il y a une nature humaine? J'ai pas envie de me lancer là-dedans, c'est un vaste débat philosophique, et c'est pas l'objet du jour. Moi, je crois pas qu'il y ait de nature humaine. Alors je retire nature humaine, parce que c'était pour faire un résumé. Ouais. Il est dans l'ordre des choses constatées. Toujours. D'accord. Ouais, on constate que l'homme a toujours fonctionné comme ça. Après, que ce soit sa nature... Oui. Mais pourquoi il y a cette divergence? Et s'il y a cette divergence, qu'est-ce qu'elle... En quoi elle retourne? Mais la divergence, c'est que je pense que l'individu de base, l'individu moyen, l'individu majoritaire, est demandeur de progrès. Aujourd'hui, oui. Non, oui, toujours. Il a toujours été. Enfin, c'est faux, c'est archi faux. Le progrès, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on croit... D'innovation technique. Voilà. Parce que progrès, il y a un élément, effectivement, d'une part, interprétatif. Mais innovation technique, l'individu, le travailleur est demandeur d'innovation technique. Il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi la croyance que dans l'avenir, ça ira mieux. Je suis désolé, jusqu'à même certainement le XVIe siècle, en tout cas, il y a eu une période qu'on appelait la sécularisation. Et il y avait la foi que d'abord la société elle était le résultat de Dieu, et que l'avenir il n'était pas obligatoirement radieux, que rien ne nous était donné et que tout pouvait se terminer par l'apocalypse, une grande catastrophe. À partir du XVIe siècle, on voit apparaître un mot qui s'appelle le mot crise, crisis, 1503 je crois dans le dictionnaire, et il y a la notion de crise, et donc qui remplace peu à peu la croyance en l'apocalypse, d'une part. D'autre part, on voit émerger l'idée
que la société, c'est pas Dieu qui l'a créée, mais c'est les hommes. Et il y a la célèbre débat entre Voltaire et Rousseau, suite au tremblement de terre de Lisbonne en 1755, où l'un dit que le tremblement de terre il est dû à la providence, à Dieu, et l'autre, ben non, il est dû aux êtres humains. C'est-à-dire que de plus en plus, on pense que ce sont les êtres humains qui font leur destin. C'est ça le progrès. Les êtres humains sont maîtres de leur destin. Est-ce que c'est vrai? Ben, le problème, c'est qu'avec ça va venir l'idée que la nature elle est au service des êtres humains, alors que les êtres humains ne sont qu'une partie de la nature. Et c'est là le problème avec le progressisme. Donc le progressisme, c'est pas seulement l'idée qu'il va y avoir, qu'on va être sauvé par une énième innovation technique, c'est aussi l'idée que les hommes sont maîtres des destins et que demain ça ira mieux. Voilà, c'est aussi ça. Voilà, que ça ira de mieux en mieux. Oui, alors, je suis tout à fait d'accord pour dire que cette religion du scientisme nous amène dans le mur. Là où je diverge par rapport à toi, c'est que je pense que l'homme l'a voulu, ce scientisme. Il est d'accord, il est d'accord. Tous les artisans, tous les agriculteurs ont été dans l'histoire, chacun leur a proposé une innovation technique, ils ont été demandeurs, ils ont même cherché l'innovation, ils l'ont même découvert eux-mêmes très souvent. Ce que je dis est différent. Je dis que ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler, c'est en train de s'écrouler, parce que toute cette innovation qui naît finalement de l'extractivisme, ça vient des ressources fossiles et minérales qu'on prend dans le sol. Ces ressources disparaissant, l'innovation va se trouver empêchée d'exister. Et je te rejoins parfaitement lorsque tu dis les ultralibéraux pensent que même s'il n'y a plus de pétrole, on trouvera quelque chose. La technique va suppléer aux ressources. Ça, c'est nier la bioéconomie de Reagan. Il n'y aura pas d'énergie sans ressources naturelles. Il n'y aura pas de matière sans matière naturelle. Et donc, la dot terrestre s'épuisant, on va s'apercevoir, non pas que le scientisme était une hérésie, mais qu'il n'est plus possible. Donc, les fondamentaux s'écroulent. La crédibilité de l'État, des scientifiques et des financiers, qui sont les trois mêmes, s'écroule, puisque leur carburant n'existe plus. À partir de là, le peuple, fatalement, est amené à remettre en question ces fondamentaux dont je viens de parler, et c'est seulement à ce moment-là que nous disons qu'il faut habiller cette situation inéluctable qui sera en train de s'installer par un dispositif institutionnel adapté. Donc il ne s'agit pas de réécrire une constitution pour faire que les choses changent, mais que les choses allant changer de par l'application inéluctable de la loi de l'entropie, il va falloir habiller ce changement avec un dispositif constitutionnel nouveau. Oui, il y a deux choses. Bon, d'abord, je crois qu'il y a une confusion au niveau de l'innovation. Il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation dans la période historique où l'outil était un prolongement du bras humain, donc innovation, mais l'homme n'est pas dominé par la technique. L'homme n'est pas un outil de la technique. Et aujourd'hui, au contraire, l'homme est devenu quasiment quelque part un appendice de la technique. Et le monde est totalement dominé par la méga machine. Donc on n'est plus dans la période où l'homme fait des innovations autour d'un outil. Là, c'est des innovations qui sont commentées par le développement de la technique elle-même. C'est-à-dire la technique elle-même, de même que la croissance, c'est quoi? La croissance, c'est un système où on continue de produire non point pour satisfaire des besoins, mais pour satisfaire les besoins de la croissance. C'est-à-dire de faire du profit, de faire tourner un truc. D'ailleurs, il y a le célèbre t-shirt où on voit dessus « travailler plus pour travailler plus pour travailler plus ». C'est ça. Donc il y a deux types. Cette deuxième période historique, elle a été amenée par la révolution bourgeoise, par la bourgeoisie, l'avènement de la classe révolutionnaire, qui est fondamentalement la bourgeoisie. Voilà, et donc ce n'est pas les mêmes types d'innovation. Et je suis désolé, dans cette deuxième période, les innovations, la science, le scientisme, tout ça, ça a été imposé par la force aux êtres humains. Je suis désolé, ça a été imposé.
Dans un premier temps, il y a eu une révolution, la bourgeoisie, et après, il y a eu le développement de cette culture, de la modernité qui a été imposée de plus en plus. Voilà. Donc, deuxième chose, la révolution bourgeoise, c'est une révolution qui a eu pour but effectivement de mettre en œuvre une constitution en adéquation avec le pouvoir qu'avait pris l'essor de cette classe dans la société. Donc il faut faire attention non plus à ne pas surdéterminer la prise du pouvoir de l'État, à faire comme elle. Nous, l'État, le pouvoir, c'est pas notre trip. Notre trip, c'est plutôt essayer de trouver une situation où il y a beaucoup moins de pouvoir de l'État, mais aussi moins de pouvoir de l'homme sur la femme, et puis de l'Occident sur ou de certaines cultures sur d'autres. Voilà, c'est ça quand même. Donc c'est pas notre. Alors comment est-ce que on aura besoin de refléter ça dans une constitution? Je ne sais pas. Oui, a priori oui. C'est bien qu'il y ait des règles écrites, etc. Mais l'idée, c'est pas de prendre le pouvoir, l'État, pour pouvoir imposer par en haut et par une constitution, etc. Enfin, qui reflèterait une situation qui aurait changé. Voilà, c'est ça la deuxième chose que je voulais dire. Je ne sais pas si c'est terminé. Bon, on arrête alors. Voilà.